Cette session données connaissances sera donnée par le maître assistant Maxime Lefrançois de Mines Saint-Étienne sur le problème d'interopérabilité sémantique sur coordination décentralisée pour l'industrie du futur. C'est bon. Bonjour, merci. J'ai tendance à parler un peu fort au micro, donc si jamais vous avez les oreilles qui bourdonnent, n'hésitez pas à me faire un signe. Donc je vais vous parler effectivement d'interopérabilité sémantique, de coordination décentralisée, de thèmes qui nous sont chers dans l'équipe informatique et systèmes intelligents à l'école des mines de Saint-Étienne. J'ai choisi cette image là pour représenter un petit peu ce que j'aime bien dessus. On prend là l'exemple du bâtiment intelligent par exemple, et on essaye d'imaginer dans le futur de pouvoir découpler finalement les dispositifs intelligents qui pourraient être déployés dans le bâtiment avec les services intelligents aussi qui pourraient être proposés aux différents acteurs dans ce domaine, donc que ce soit les usagers du bâtiment, mais pas seulement, ça peut être aussi le fournisseur d'électricité, ça peut être ceux qui s'occupent de la maintenance du bâtiment, etc. Donc on peut imaginer que des dispositifs installés par un parti pourraient être utilisés par d'autres. Et donc la clé ici finalement c'est l'interopérabilité entre les différents dispositifs, le décloisonnement des silos donc la décentralisation un petit peu des décisions qui pourraient être prises dans ce contexte. Donc de manière générale, nous on s'intéresse à l'utilisation conjointe d'informations qui pourraient être des informations mises à disposition par les institutions, des informations ouvertes ou des masses de données qu'on peut capter à partir d'objets intelligents aussi qui vont pouvoir être installés par exemple ici dans le bâtiment intelligent. On a l'humain dans la boucle aussi qui va générer lui des données, qui va exprimer aussi ses préférences et ce genre de choses. Et on veut aussi faire appel à différents services exposés éventuellement par différentes plateformes, donc que ce soit aussi d'autres approches d'intelligence artificielle, mais pas que. Donc ce qui est clé ici, c'est finalement l'interopérabilité entre différents objets hétérogènes et différents services. On a vraiment besoin de disiloter du coup les verticales. Cette interopérabilité, elle est un préalable à la possibilité de coordonner différents services, les objets, les activités humaines. Donc quand on parle d'interopérabilité, quand on parle de décentralisation, d'ouverture, on a de plus en plus le réflexe de penser à l'Internet, de penser au web, qui est l'espace d'information construit au-dessus de l'Internet, qui lui est le réseau, et donc l'avènement du web des objets. Je vais faire un très bref et très vulgarisé aperçu du domaine de recherche dans lequel se situent nos travaux. C'est le web sémantique, et l'idée du web sémantique est de, en gros, tout représenter sur le web avec des URI. Donc c'est les identifiants comme les URL, mais pour représenter des choses du monde réel et pas seulement des pages web, et de représenter les choses sous la forme de graphes étiquetés orientés, où du coup les nœuds sont soit des URL, soit des littéraux, et les relations entre les nœuds sont étiquetées aussi par des URL. Donc avec l'idée que lorsqu'on a une URL en face de nous, on peut aller à cette URL et découvrir plus d'informations, potentiellement sous la forme de graphes aussi comme ça. Et donc avoir du coup un grand web, ce qu'on appelle des fois le Global Giant Graph, où donc toutes les informations sont représentées sous cette forme et identifiées par des URL. C'est une application d'un domaine du coup de la représentation des connaissances, donc qui fait partie de l'IA symbolique. On entend parler d'ontologie et tout ça, donc on est en plein dedans là. Donc différents langages, différentes manières de représenter les connaissances peuvent être finalement projetées sur cette manière-là, qu'on va dire commune, RDF, donc des graphes étiquetés par des URI, et échangés par différents acteurs sur le web.
Donc ça marche bien pour représenter des informations sur la Joconde en l'occurrence, ce genre de choses. Dès qu'on va vouloir utiliser les mêmes principes et les mêmes représentations pour des applications industrielles, se posent d'autres questions, parce qu'on n'a pas forcément envie d'appliquer seulement des raisonnements logiques qui viennent des approches de l'IA symbolique, comme les logiques de description et ce genre de choses. On peut avoir envie de représenter par exemple des quantités physiques, ce qui est un besoin très classique. Donc un des petits travaux qu'on a fait récemment par exemple, c'est de proposer un type de données pour n'importe quelle quantité physique et de montrer ensuite que pour l'expert qui formule une requête à une base de connaissances, finalement notre approche à gauche va être beaucoup plus concise que les approches existantes à droite. Les représentations sont plus simples, prennent de moins de place en mémoire, les requêtes s'exécutent plus rapidement et l'expert a moins de chances de faire des erreurs lorsqu'il écrit ses règles. Et donc, tous ces travaux vont un peu en ce sens, de faciliter du coup l'appréhension de ces technologies par les ingénieurs pour faire en sorte que dans différentes verticales, on puisse, par exemple ici, représenter les choses de manière analogue. Donc on extrait un petit peu les concepts qui sont communs, quelle que soit la verticale. Donc ici, on va parler des propriétés des features of interest, par exemple la vitesse des voitures. Et dans le patron en dessous, on représente de manière uniforme, de manière analogue, comment on va représenter, par exemple, la charge nominale d'une machine ou la vitesse moyenne de la voiture sur un certain espace temporel, un certain intervalle temporel, ce genre de choses. Donc en gros, on essaye de représenter la connaissance comme ça sous la forme de patrons simples qu'on va pouvoir instancier dans différents domaines, dans différentes verticales. Donc là, c'est vraiment du travail de recherche en ingénierie des ontologies. On se focalise sur les domaines de l'ingénierie. Et je vais utiliser ici le graphe en bas à droite pour vous permettre de concevoir un petit peu mieux ce qu'on entend par patron qu'on instancie dans différents domaines. Donc là, on a les petites briques qui vont être de différentes couleurs. La manière de représenter de manière analogue le fait qu'un capteur fait des observations à propos de propriétés observables ou un actuateur fait des actions à propos de propriétés qu'on peut actionner, ce genre de choses. Donc là, on a vraiment une analogie dans notre graphe de connaissances. Donc là, il s'agit d'un standard du World Wide Web Consortium auquel j'ai contribué, du coup, suite aux travaux précédents. Ce standard du World Wide Web Consortium qui s'appelle Semantic Sensor Network a déjà, en l'espace d'un an, été appliqué dans énormément de verticales. Vous voyez ici les différents cas. Donc si je m'attarde une minute sur l'exemple que je représente en bas, là, qui a été développé par une entreprise qui s'appelle Niras au Danemark, ils prennent un fichier IFC, donc les maquettes numériques du bâtiment, ils le rendent sémantisé, donc représenté avec les formalismes du web sémantique, le RDF. On peut du coup le mettre en ligne, on peut y accéder et faire un espèce de graphe distribué à différentes localisations via des web services. Donc chaque pièce va avoir son URI et quand on va à l'URI de cette pièce, on pourra avoir la description de la pièce avec les capteurs qui le contiennent et quand on va à l'URI du capteur qui le contient, on pourrait avoir l'historique des mesures qui ont été faites par ce capteur avec le standard que je viens de citer, SSN. Et donc on peut mélanger comme ça différentes manière de représenter les informations et tout plonger sur le web et donc imaginez l'émergence de nouveaux services parce que vous savez que le web en tant que plateforme est un énorme générateur de services innovants et ça a été ce qui a du coup son ouverture et sa décentralisation qui a fait son succès. La continuité de ces travaux aussi qui ont été développés dans le cadre du projet ITEA 6 Smart Energy Aware Systems qui s'est terminé en 2016 est en ce moment fait en ce moment l'objet d'une suite financée par l'ETSI qui est l'organisme de standardisation des technologies de l'information et de la communication en Europe. Donc je dirige une spécialiste task force en coopération avec l'Université Polytechnique de Madrid que je visite en ce moment pendant quelques mois. Pour consolider le standard européen qui s'appelle Smart Appliances Reference Ontology. Et
donc sur deux aspects. Le premier, c'est l'injection, l'incorporation de notre manière de concevoir du coup, les ontologies à partir de patrons de conception, à partir de patrons d'ontologie qu'on va instancier dans différents domaines, ce afin de faciliter du coup, le développement d'IA et donc, la compréhension du modèle par des développeurs qui pourraient venir de différentes verticales. Et second point, la transposition à l'ingénierie des ontologies des meilleures pratiques qui sont aujourd'hui développées et utilisées de plus en plus, qui sont état de l'art dans le développement logiciel, donc ce qu'on appelle le DevOps, ce qu'on appelle l'intégration continue, donc le développement avec Git et ce genre de choses. Donc ces travaux en standardisation, finalement, sont juste un creuset pour nous, pour développer nos travaux de recherche dans ces différents domaines. Mais c'est aussi une énorme opportunité puisque la valeur d'une ontologie, la valeur d'un modèle de connaissance comme ça, c'est la taille de la communauté qui l'utilise. Et donc, pouvoir contribuer de cette manière à quelque chose qui est un standard européen. SAREF est mentionné dans certains appels H2020, donc on se positionne maintenant comme une équipe potentielle à contacter pour une tâche sur ces appels H2020 là, puisque on fait partie des quelques experts qui sont vraiment très impliqués dans le développement du modèle de connaissance là qui est poussé par l'Europe. Maintenant, un standard reste un standard, c'est bien. Dans le domaine de l'Internet of Things, le groupe IoTI, donc Alliance for Internet of Things Innovation, a dressé un peu un panel des différents organismes de standardisation et des différents standards qui ont été développés dans différentes verticales en lien, qui évoluent avec l'Internet des objets. Donc on se rend compte là qu'il y a un gros foisonnement des standards. Et ce qu'il faut éviter probablement, c'est de se retrouver dans cette situation-là. Donc là, c'est un petit strip qui vient de XKCD et qui illustre bien le problème auquel on se confronte en ce moment dans le développement de l'Internet des objets, puisque toutes les verticales sont finalement mises ensemble dans le même écosystème, le web des objets. Chacun veut y aller avec son propre standard, et ça ne marche pas du tout comme ça. En réalité, il faut accepter l'ouverture, il faut accepter l'hétérogénéité, il faut accepter d'avoir des approches différentes et qu'on ne peut pas être trop prescriptif sur la manière de représenter les choses, la manière de communiquer au niveau de la Terre entière, quoi. Donc constat, on ne peut pas imposer un format d'échange ni un modèle de données. Donc à Saint-Étienne, on effectue des travaux sur l'intégration de sources de données hétérogènes, par exemple. Donc on a développé un langage qui s'appelle Sparkle Generate, qui permet de générer donc, du RDF à partir d'ensembles de sources dans des formats hétérogènes, de flux de formats hétérogènes d'ailleurs. On a une implémentation open source qui était financée partiellement donc, par l'ITEA, par des ANR, par des contrats collaboratifs avec Engie. Et avec cette manière de représenter de générer du RDF à partir de documents et son cousin qui serait générer des documents à partir de RDF, on appréhende du coup l'interopérabilité sur le web des objets de la manière suivante, en se disant peu importe la manière dont les objets communiquent de manière legacy, de manière historique, on peut faire en sorte de considérer qu'ils échangent en fait des informations modélisées selon un graphe de connaissances de notre choix, en utilisant du coup des règles, donc ce qu'on appelle d'élévation pour générer du RDF et des règles d'abaissement. Donc ça c'est l'interopérabilité sémantique, moi j'aime bien l'appeler complètement libérale sur l'Internet des objets. Donc si on imagine que différents objets comme ça peuvent commencer à communiquer et utiliser les capacités de calcul des uns et des autres, donc c'est du coup un enabler de plus pour ce qu'on appelle le fog computing et ensuite le edge computing. On utilise
on essaie de garder du coup l'information et la capacité de calcul au plus près des nœuds impliqués dans le réseau. Et donc ça fait le lien en fait avec d'autres séries de travaux dans l'équipe, puisque si on imagine que les objets eux-mêmes peuvent communiquer, même s'ils ont été conçus par des vendeurs différents, etc., on peut imaginer qu'ils interopèrent ensemble directement à l'intérieur, par exemple ici, d'un bâtiment, pour se coordonner et pour prendre des décisions, pour répartir le travail entre eux. Donc ça, ce sont des travaux avec Gauthier Picard ici, Orange, où donc tu me corriges si je dis des bêtises, mais ils approximent d'une bonne manière des solutions à des problèmes d'optimisation sous contrainte par distribution et échange de messages avec des petits capteurs. Et ça s'intègre très bien aussi l'interopérabilité avec toutes les approches donc multi-agents qu'on développe dans l'équipe. Donc ici on a un exemple de la plateforme Jacamo à droite où on modélise du coup les artefacts, l'environnement sur lesquels différents agents opèrent et interagissent avec ces artefacts, et puis l'organisation entre ces agents. Donc s'il y a 3 points à retenir probablement de cette présentation, c'est donc le fait qu'on développe des recherches en ingénierie des connaissances appliquées à l'ingénierie, qu'on est impliqué aussi dans des approches de standardisation, mais pas que, et que ça forme juste le creuset pour nous pour développer nos recherches, qu'on propose différentes solutions à base de web sémantique pour l'interopérabilité sémantique, et qu'il y a une complémentarité naturelle du coup entre les différents pôles, entre l'autre thématique forte de l'équipe qui est les systèmes multi-agents. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Assistance, oui, là-haut. J'y vais, allez. Oui, bonjour, Jean-Luc Dormois, je me permets déjà de parler parce que je vais parler vous allez me suivre après. J'ai une question peut-être un peu naïve. Donc c'est déjà pas facile de faire des modèles. Ensuite, ça coûte cher de structurer les données pour les mettre dans ces modèles. La réalité aujourd'hui dans les entreprises de la digitalisation, c'est d'avoir plein de PDF avec du texte, de l'image, des tas de trucs, quoi. Est-ce que justement les progrès en IA ne permettraient pas de résoudre ce problème et d'avoir une vision peut-être un petit peu différente de ce que pourrait être un web sémantique? Un peu différent de ce qui serait le web sémantique en considérant web de documents PDF, etc. Ou oui, extraction d'informations structurées sont souvent sous une forme qui jusqu'à présent n'a pas été très très facile à analyser. Et l'effort n'est pas fait en général par les entreprises pour peupler ces modèles, ces ontologies que vous proposez. Alors effectivement, on observe dans chaque domaine une émergence des initiatives qui consistent à ouvrir les données et à représenter les données de manière autrement plus structurée que simplement des documents PDF. Mais la réalité dans la plupart des entreprises est encore malheureusement qu'on s'échange des documents PDF et donc l'exemple des... Pour résumer, si vous voulez, le web sémantique a 20 ans et il est toujours pour le futur. Pardonnez-moi, hein, mais... Ouais, pas de souci. Et donc, Tim Berners-Lee, il a beau râler, ça change pas beaucoup, quoi. Ça change doucement. Dans le bâtiment intelligent, les initiatives BIM, l'IFC et compagnie visent justement à numériser, à structurer un peu mieux les échanges entre les différents acteurs sur la conception des bâtiments. Et je pense que on ne se limite pas seulement aux bâtiments, aux initiatives dans le bâtiment. Il y a tout ce qui est les infrastructures ont les mêmes problématiques, la ville intelligente. L'agriculture numérique, tout ça. Donc il y a une émergence de ces initiatives et je pense qu'on faut accepter que pour l'instant c'est peut-être des documents Excel et non pas du CSV, c'est peut-être des documents CSV et non pas des documents structurés comme je l'ai montré avec des jolis graphes, etc. Et il faut faire avec ce qu'on a. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière petite question? Non, du coup, merci beaucoup. Merci Maxime.
Merci aux trois orateurs pour leur très bonne présentation et pour avoir respecté le temps. Je te laisse la parole pour le... Nous allons donc passer à la table ronde. Aline Richard, présente ici, va animer Bonjour. cette table ronde à laquelle participe Jean-Luc Dormois qui venait de poser une question. Yves Cazot et Yves Demazo que je vois ici, et Laurent Stéphanie, où est-ce qu'il est? Ah ben il est là-bas, ça y est, je n'avais pas vu. On va s'installer. Vous avez pu mettre les slides sur la machine là, que vous envoyez? Bonjour. Pas pu, je les ai sur mon téléphone. Bonjour. Je peux t'envoyer un pointeur de slides à télécharger sur la machine ou pas? On peut faire ça. On va prendre quelques minutes pour s'installer et pour régler une présentation de slides. Je vais demander à mes invités de s'installer. Voilà. Alors, on a tous des micros, c'est parfait. Bah, écoutez, en attendant qu'on essaye de résoudre nos problèmes techniques, je voulais juste vous dire en introduction que je suis absolument ravie de participer à ce colloque sur l'intelligence artificielle au cœur des mutations industrielles. Pour ma part, je me présente en quelques mots. Je suis journaliste scientifique sur un site collaboratif entre chercheurs et journalistes qui s'appelle The Conversation France et dont l'IMT est partenaire. Voilà, c'est à ce titre que je suis là cet après-midi et je vais être la candide du sujet puisque je ne le connais pas plus que ça. Je vais tout de suite vous présenter mes invités. Alors à ma droite, donc Laurent Stéphanie. Donc vous êtes directeur exécutif de l'intelligence artificielle du groupe Accenture. Alors, excusez-moi, je ne sais pas. Dites-nous comment on prononce ça convenablement. Accenture, ça va? Bon, d'accord. Ouais. Vous êtes gentil. C'est vraiment, je suis pas très forte sur l'anglais. À côté de moi, donc sur ma gauche, Jean-Luc Dormois. Non? Oh, excusez-moi. Donc ça commence bien. Ah ben oui, c'est vrai qu'il est caché là-bas. Bon, alors excusez-moi, Yves. Donc Yves Demazo. Alors vous êtes. Alors, je vais essayer de pas me tromper tant qu'à faire. Hein. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et ça fait 36 ans que vous vous occupez d'intelligence artificielle. 36 ans, ça fait quand même beaucoup de temps. Et puis par ailleurs, donc, et ce sera intéressant pour notre discussion, vous êtes président de l'AFIA, donc, qui est l'Association française